Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent... Alors Patrick, de quoi vas-tu nous parler de ton côté? Alors, je vais aborder un sujet tout à fait différent et je vous emmène avec moi tout de suite, puisque je vais vous parler de ces conflits d'intérêts qui vont venir impacter l'entrepreneur sans qu'il en ait conscience. Et pardonnez-moi, je corrige tout à fait quelque chose ici, vous me percevoir. Euh, on va refaire le départ. C'est pas modèle mentaux, ce serait dans quelle catégorie? Management? Non. Essentiel? Ouais, écoute, Oui, essentiel. Eugénie, tu valides essentiel? Oh, oh, pardon. Ah, oui, très bien. Ok, Pardon. Bah après, on verra, on pourra voir à la fin. Essentiel, c'est parce que c'est sur les ventes forcées, soit essence. Ouais, non, essentiel. Ouais, 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 je pense que ce sera le mieux. merci. Ok. Attention, Jean-Christophe, tu peux relancer. mais Patrick, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Eh bien, à travers quelque chose qui est arrivé à un de nos clients, je vais vous emmener dans une série de situations qui sont au détriment de l'entrepreneur et qui sont des ventes forcées ou des conflits d'intérêts. Et donc, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, si vous avez été voir Dune récemment, vous vous souvenez que le navigateur de Dune prononce cette phrase extraordinaire: I see plans within plans. Je vois des plans dans les plans. Je suis à plusieurs niveaux d'analyse de ce qui se passe. Et parfois, c'est ce qu'il faut un peu faire parce que, évidemment, certains acteurs vont essayer de vous forcer la main pour leur bénéfice. Comment est-ce qu'on repère ces tentatives? On va essayer de regarder ça ensemble. Je vais vous donner des exemples. Comment est-ce qu'on peut réagir à ça? Et enfin, je vous rappellerai d'exercer la nécessaire vigilance, puisque l'entrepreneur est vu par beaucoup d'acteurs comme finalement quelqu'un qui a le pouvoir de décision et potentiellement de l'argent. Et donc, il est évidemment en première ligne dans ces tentatives qui ne sont pas des tentatives d'escroquerie, mais qui sont des tentatives vis-à-vis de partenaires ou d'acteurs de tirer la couverture vers eux à votre détriment. Alors, exemple numéro un, sans plus attendre, mon banquier d'affaires se présente comme un one-stop shop. Ah, tout de suite, hein, ça sonne bien, hein, j'ai un banquier d'affaires. Bon, pour un entrepreneur, c'est quand même l'accession sociale, hein, c'est-à-dire c'est le moment où on fait des fusions, des acquisitions, des financements. Tout le monde vous expliquera que c'est le moment où on change de dimension. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, nous chez Melchior, mais admettons que on peut avoir besoin d'un banquier d'affaires. Et qu'est-ce que c'est qu'un one-stop shop? Alors, dans le cas précis de notre client, voilà comment ça se présente. Son banquier d'affaires lui dit, écoute, je vais assurer la négociation de ton acquisition, je vais faire la recherche de financement, et puis je vais t'amener des fonds propres, alors avec des amis, des relations, et moi-même, on va rentrer à ton capital pour t'apporter des fonds propres, parce que tu comprends, bah, c'est important dans ton montage que tu aies des fonds propres. Alors, si on coupe un petit peu ça en morceaux, on embauche un banquier d'affaires pour faire la négociation et la recherche de financement d'une acquisition, c'est normal, c'est son métier. Que dans la recherche de financement, il puisse y avoir besoin de ressources longues, peut-être, c'est une analyse financière, qu'il faille pour cela de l'equity, c'est une question, c'est pas évident. Nous, on pense que souvent, il n'y a pas besoin d'equity pour trouver des ressources longues, d'autres types de ressources longues. Et alors que ce soit le banquier d'affaires, le conseil, qui propose de rentrer au capital avec des gens qu'il connaît, alors là, je suis resté sans voix. Alors, est-ce qu'il est encore dans son rôle de conseil? Quel est son objectif? Rendre un service complet, ce qui est
admirable, ou se servir copieusement. Je veux une commission sur la réussite de l'opération, je veux une commission sur le financement, et je veux continuer à toucher des dividendes, des royalties et pourquoi pas une plus-value, des honoraires, pardon, et pourquoi pas une plus-value sur la partie fonds propres que je vais apporter. Et donc, on a fait une analyse rapide, hein, ça nous a pris environ un quart d'heure. Et dans ce montage, la société n'a pas besoin de fonds propres complémentaires. Donc, est-ce qu'on peut garder confiance dans cet acteur? Exemple numéro 2. Mon expert comptable est dans le viseur du fisc. Alors, vous ne le savez pas, mais depuis 2018, la loi oblige les conseils, parmi lesquels les experts comptables, les avocats, etc., à déclarer à l'administration fiscale un certain nombre de sujets. Par exemple, lorsqu'ils ont des soupçons. Alors, on passe, c'est très logique, hein. Donc le texte dit, lorsque en tant que conseil, vous passez de la confiance en votre client à la vigilance, puis au soupçon, au moment du soupçon, vous devez faire une déclaration de soupçon, c'est confidentiel, et si vous faites cette déclaration de soupçon, vous ne pourrez pas être inquiété par nous, l'État, d'accord, s'il y avait une procédure juridique. Donc ça crée un incentive incroyable de la part de vos conseils, que vous rémunérez, hein. Ce sont des gens que vous considérez en général, expert comptable, votre avocat, et tous les experts auxquels vous faites appel, vous avez confiance en eux, ce sont des gens à qui vous révélez des informations très confidentielles pour qu'ils puissent travailler, et peut-être qu'ils sont en train, pour se couvrir, d'envoyer tout ce que vous leur dites à l'administration. Mais il n'y a pas que ça. Dès que vous allez travailler sur des aspects fiscaux ou sociaux, dans le cas où plus tard, ils seraient considérés comme abusifs, ça aura des répercussions sur les conseils qui les ont élaborés. Alors là, c'est l'inverse. C'est vous ne nous avez pas suffisamment indiqué ce que vous étiez en train de faire pour votre client. Nous, aujourd'hui, on considère que c'est hors les clous. Vous êtes co-responsable. Alors, vous imaginez bien que les conseils, comme la législation évolue en permanence, eh ben, ils sont maintenant dans une sorte de frilosité générale. C'est sans doute l'objectif. Masqué derrière de bonnes intentions, l'objectif, c'est sans doute de réduire la créativité des professionnels pour augmenter la base taxable, puisqu'on a un État en faillite ou en quasi-faillite qui a besoin désespérément d'argent, et c'est vrai partout, hein. Et donc, on a là un moyen de brider les ambitions, euh, y compris, bien sûr, dans un cadre parfaitement légal. On ne parle pas de la fraude fiscale, par exemple, on parle de l'optimisation fiscale, qui est autorisée, qui est légale. Eh bien, les conseils vont vous orienter doucement vers des solutions moins intéressantes, sans doute moins risquées aussi, bien sûr, par peur des conséquences, non pas pour vous, mais pour eux. Et ils ne vont pas vous le dire. Pour la plus grande partie d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, ils ne vont pas en parler. Ils ne vont pas dire tu fais l'objet d'une déclaration de soupçon que j'ai envoyée à l'administration fiscale. Ça, ils ne vont pas le dire. Fiscale, douanière, etc. Ils ne vont pas dire que, par peur des représailles, ils ont oublié de parler d'un certain nombre d'options légales que vous pourriez mettre en place. Là encore, conflit d'intérêts non déclaré. Troisième exemple, alors il concerne surtout les entreprises de petite taille, mais chaque année, on rencontre peut-être une cinquantaine d'entrepreneurs nouveaux à qui c'est arrivé. Mon banquier me propose de remplacer une dette ou un découvert de mon entreprise par un prêt personnel. Alors, je vous ai fait le dialogue. Ça se passe comme ça.
Je coupe vos lignes court terme, vous avez 30 jours pour revenir en positif. Hein, vous savez qu'un découvert, c'est en fait un découvert autorisé, c'est pour une durée de 30 jours. D'ailleurs, quand vous signez votre découvert, il est écrit dans ce document disant que vous devez au moins une fois tous les 30 jours être en positif. Quand les affaires vont mal, quand la gestion n'est pas si facile, quand vous avez des clients qui ne vous payent pas, parfois le découvert va excéder les 30 jours, parfois il va être un peu permanent. Eh bien, le banquier, lui, est en défaut par rapport à ça, en défaut de vous avoir laissé continuer à utiliser le découvert au-delà de 29 jours sur 30, par exemple. Et donc, à un moment, il va vous couper vos lignes court terme parce que le risque est trop élevé pour lui. Et vous allez dire, mais moi, je peux pas. Je peux pas, regardez, il y a Alstom qui ne me paye pas, euh, c'est en voie de résolution, mais ils tirent sur la trésorerie de chez eux, c'est incompréhensible, on a livré, on n'est pas payé. Ah, il dit, bah, écoutez, c'est ennuyeux, mais on va trouver une solution. Je vous octroie un crédit personnel pour 5 ans, hein, un crédit perso, crédit à consommation, c'est dans ma capacité de le faire. Vous allez pouvoir rembourser comme ça le découvert autorisé, et puis ben, comme ça, vous rembourserez le crédit au fil du temps. Bah, regardez, c'est gagnant-gagnant. Mais pas du tout. Le banquier vient de remplacer une dette professionnelle par une dette personnelle. C'est-à-dire que on est passé d'un problème qui relève du tribunal de commerce à un sujet qui relève de la commission de surendettement. C'est un risque transféré par la banque, qui est un commerçant, dans le patrimoine de l'entrepreneur. Et tout ça, les yeux dans les yeux, en vous présentant cela comme une aide qu'on vous apporte. Ah, vous allez me dire, mais quelle est l'alternative? Je ne peux pas le rembourser, le découvert, il va le supprimer. Ah. Il vous somme de le rembourser dans les 30 jours. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous mettre en sauvegarde, et ce découvert de 30 jours, vous allez le négocier sur 10 ans pour le rembourser. Sauf que du côté de la banque, c'est très ennuyeux, ça fait des mauvaises notes chez les collaborateurs qui ont à gérer le dossier, ça fait des frais parce qu'on va mettre les affaires spéciales dedans. La banque va légitimement geler tous les prêts, toutes les banques vont geler tous les prêts que vous avez avec l'ensemble des établissements pour trouver une solution globale, c'est ce qu'on appelle un défaut de paiement. Vous êtes en défaut de paiement si vous faites ça. Mais cela dit, si vous n'avez pas commis de faute de gestion, votre patrimoine n'est pas en danger. Alors qu'en transférant la dette pro en dette perso, vous n'avez pas vraiment résolu les problèmes de l'entreprise, parce que l'argent qui vous a prêté, ça rembourse le découvert, mais ça ne fait pas des ressources nouvelles pour l'entreprise. D'accord? Et vous venez de transférer ce risque dans votre patrimoine personnel. Ils le savent parfaitement, mais c'est leur intérêt de vous vendre cette solution à votre détriment. Alors comment repérer quand vous êtes victime d'une tentative de manipulation, quand le partenaire ou l'acteur en face de vous est en conflit d'intérêt avec vous et pour s'en sortir va vous mentir? Probablement vous mentir par omission. Reconnaissons d'abord que le risque est faible quand vous êtes en territoire connu. Si vous avez l'habitude d'acheter des prestations de services ou d'acheter des matériaux ou des sous-ensembles à des fournisseurs, il est peu probable qu'une tentative comme ça vous paraisse normale. Le risque, il est quand vous êtes au-delà de votre cercle de compétences. Parce que je vous rappelle, lorsque vous êtes en dehors de votre cercle de compétences, vous êtes dans le cercle de compétences de l'autre. Et dans les 3 exemples que je vous ai donnés, c'est bien le cas. L'entrepreneur qui fait appel à un banquier d'affaires, c'est sa première acquisition. Ça lui paraît normal qu'on lui propose ce mandat. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'en a jamais vu d'autres. L'expert comptable qui omet de vous parler de vos options possibles, ben, ce n'est pas votre métier. Donc si vous n'avez pas de compétences pour engager un dialogue suffisant avec un professionnel du droit, un professionnel du chiffre, un professionnel de la fiscalité, ben vous êtes effectivement dans le cercle de compétences de l'autre
Et si on ne vous dit pas tout, vous ne le verrez pas. Donc, comment savoir que ce qu'on vous propose n'est pas dans votre intérêt? C'est extrêmement difficile et c'est pour ça que des gens intelligents, tous les jours, tombent dans ce genre de difficultés. Donc, premier conseil, soyez attentifs aux arguments d'autorité. C'est comme ça, c'est la pratique générale. Le terme anglais est encore plus beau parce qu'il a plus d'influence. C'est market practice. Ah non, c'est parfaitement market practice. Je vous envoie le projet de pacte d'associés. C'est un pacte de place. Combien de fois est-ce qu'on nous a dit ça et quand on a reçu les documents, on est tombé de la chaise? Donc celui qui vous dit, écoutez, c'est comme ça qu'on fait généralement, dans ce genre de circonstances, c'est la solution que choisissent la plupart des clients, soyez vigilants, soyez attentifs. Ça doit être un signal d'alarme. D'abord, un, vous n'êtes pas les autres clients. Deux, votre cas est peut-être différent. Trois, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ils ont une méthode, un processus pour gérer ce genre de situation? Est-ce que c'est dans votre intérêt? Et là, vous serez un petit peu plus vigilant si vous entendez ces arguments d'autorité. Mais en conclusion, soyez conscient, il y a une chronique là-dessus, le cercle de compétences dans les modèles mentaux. Soyez vigilant dès que vous approchez de la bordure de votre cercle de compétences, hein. Plus vous êtes au centre, plus vous êtes compétent. Plus vous êtes au bord, moins vous êtes compétent. À ce moment-là, il est bon de ne pas forcément devenir paranoïaque, mais hyper vigilant. C'est la zone de danger. C'est la zone de danger. D'autre part, certains acteurs vivent sereinement dans le conflit d'intérêts. Donc vous n'allez pas détecter dans le comportement de l'autre une attitude particulière, hein. Je dis souvent, euh, le métier de l'assureur, c'est d'encaisser les primes, pas d'indemniser les sinistres. Pourquoi je dis ça? Quand j'étais plus jeune, j'ai acheté et vendu des compagnies d'assurance. Quand j'ai regardé le mode de fonctionnement d'une compagnie d'assurance, eh bien, il y a des équipes entières dédiées au fait de ne pas indemniser le sinistre lorsqu'il est important. Ça fait partie du business model de l'assurance. L'assureur ne pourrait pas prendre en charge l'ensemble des sinistres qu'on lui demande d'indemniser. Et donc, il va vous faire 10 ans de procédure pour éviter de vous indemniser. Et comme ça fait partie de son business model, vous n'avez aucun signal de comportement de la part des acteurs avec lesquels vous êtes en train de parler. Votre expert comptable qui a envoyé une déclaration de soupçon à votre égard, il ne va pas vous le dire. Et il va continuer à se comporter comme votre expert comptable, comme avant. Et puis ces market practices, c'est vraiment une façon pour un certain nombre d'acteurs de masquer leurs abus. C'est-à-dire que, à l'évidence, tout ça est fait pour le profit, hein, réduction des risques dans certains cas, mais surtout pour le profit, l'un ou l'autre. Et vous allez trouver des acteurs qui vont vous faire signer des contrats qui sont à votre désavantage parce que ça multiplie, par exemple, leurs sources de revenus. Dans le cas du banquier d'affaires, une commission de succès pour l'acquisition, un retainer, une commission de succès pour l'acquisition, une commission de succès pour l'obtention du financement et, bien entendu, une rémunération pour le montage du club deal et le management du club deal et, bien entendu, 20% de la performance faite par les gens qui ont investi l'argent dans le club deal. En fait, ça fait passer euh, le coût de 150 000 euros à 1 million d'euros. Est-ce que c'est logique de donner 1 million d'euros à ce banquier-là? Donc, pour le dire, très difficile de ne pas être victime de ces manipulations et de ces conflits d'intérêts, parfois de ces ventes forcées, hein. Vous connaissez les banques qui vous prêtent de l'argent, mais vous disent vous devez prendre l'assurance santé chez nous.
Bon, ben, récemment, il y a une loi maintenant qui permet de choisir librement l'assurance santé. Bizarrement, quand vous vous assurez à côté, chez un assureur normal qui gagne bien sa vie, c'est 2 à 3 fois moins cher. Mais pendant longtemps, ah, mais si vous voulez que votre dossier avance vite, je pense qu'il est préférable, de prendre l'assurance de la banque. Vous savez, on peut les faire réagir très, très vite là. Si vous passez à l'extérieur, moi, il faut que je fasse, une demande de dérogation, ça va prendre un peu de temps. Mmh. Ça peut être 30 000 € qui se promènent dans un financement un peu important. Donc, alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez signer avec la banque et le dénoncer dans l'année qui suit. Vous pouvez avoir éventuellement, l'avantage de la vitesse, sans avoir les 30 000 € supplémentaires. La loi vous le permet maintenant. Mais globalement, vous voyez, ça part d'un exemple cette semaine avec un client qui était en train de passer de 150 000 à 1 million d'euros d'honoraires sans véritable justification. Merci beaucoup, Patrick. Il va falloir qu'on fasse attention. On est entouré par des profiteurs. Par des gens qui, ne vivent pas dans l'illégalité, par des gens qui ont des contraintes, heu et et qui vivent avec ça. Frédéric fait la remarque, très légitime de dire, «Je comprends mieux, l'attitude de mes avocats, fiscalistes, experts comptables, banquiers, gestionnaires d'actifs. Ils sont soumis à une contrainte, heu heu qui relève enfin, qui a des conséquences pénales éventuelles pour eux». Je vous raconte cette anecdote. J'écoutais l'autre jour une interview d'un avocat américain, qui faisait du pénal et qui disait à ses clients, il disait publiquement, il disait: dites-moi tout de suite, pour que je puisse, un, vous conseiller de la meilleure manière, vous défendre de la meilleure manière, et deux, si vous me mentez et que vous m'amenez moi à mentir au tribunal, alors je suis plus de votre côté, hein, parce qu'il n'y a pas un seul client qui vaut le coup de perdre ma licence. Donc mettez-vous aussi à la place des gens avec qui vous travaillez. Il faut comprendre qu'eux aussi opèrent dans un certain nombre de contraintes. Euh, et la question de savoir comment est-ce qu'on est dans la zone de danger, bah, c'est lorsqu'on est en surconfiance et qu'on pense qu'on est compétent. Hein. Donc c'est vraiment cette pratique du modèle mental du cercle de compétences qui dit je reste au cœur de ce que je sais faire. Et dès que je m'éloigne de ce que je sais faire, alors là, je suis jamais pressé, je prends plusieurs avis, je me forme moi-même pour agrandir mon cercle de compétences. Je pose des questions, je compare et je fais appel à l'expérience de gens qui ont vu plusieurs milliers de cas. Ça peut être Melchior Chassal et compagnie, ça peut être d'autres conseils proches de vous qui vont avoir vécu suffisamment de situations pour vous dire: «Ah, attention, là, il y a un risque, soyons vigilants». Alors, Sébastien qui demande est-ce qu'on peut trouver un outil simple de cartographie des intérêts et contraintes, une sorte de checklist. Parce qu'en fait, c'est si on se pose les questions, je reprends l'exemple du banquier qui, d'un côté, va prêter, et puis à un moment va dire, ah, l'activité se porte moins bien, peut-être que je peux vous présenter mon fonds, etc. Mmh. Ça peut valoir le coup de se dire, OK, quels sont les intérêts auxquels sont soumis, les intérêts et contraintes auxquels sont soumis, mes interlocuteurs. Je je pense que là, il y a des solutions qui sont à chercher, dans l'art du dialogue et de la recherche du raisonnement. Quand on pose des questions, et qu'on obtient des réponses factuelles: «Ah mais, est-ce que, pourquoi est-ce que vous me proposez ça?» «Beh, parce que c'est dans votre intérêt, monsieur». On n'a aucune information. Si on dit: «Alors je suis pas sûr de bien comprendre, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre raisonnement?» Et là, on met l'autre dans une situation qui l'oblige à détailler comment il en arrive à cette conclusion. Et donc on a les prémices du raisonnement, on a les étapes du raisonnement et on peut questionner et les prémices et les étapes et la conclusion, du coup. Parce que si on change de prémisse ou si on change
de variables dans le raisonnement, ben, la conclusion n'est plus la même. Donc ça, c'est l'art de questionner par le raisonnement. La deuxième chose qui me venait en tête, c'est la méthode socratique. Rappelle-toi, si on doit dialoguer, je dois t'exprimer ta position suffisamment longtemps pour que tu sois d'accord que j'ai bien représenté ton idée. Et à ton tour, tu dois exprimer ma position suffisamment longtemps et suffisamment précisément pour que je dise oui, oui, c'est comme ça que je l'aurais dit. Et maintenant, on peut discuter. Alors, personne n'a le temps de faire ça dans le monde moderne, hein. D'accord? Mais c'est intéressant parce que cette méthode socratique, elle oblige là aussi à s'intéresser au raisonnement. Elle oblige à dire, je ne réagis pas par rapport à ce que tu dis, je vais essayer de comprendre intimement ce que tu dis. Ça prend du temps, mais sur des opérations ou des sujets qui sont des sujets à conséquences lourdes, prenez votre temps. Prenez votre temps et questionnez jusqu'à ce que vous repériez des choses que vous ne comprenez pas. Et à ce moment-là, on peut commencer à avoir ce dialogue constructif. Alors, excuse-moi, je ne comprends pas pourquoi c'est mieux pour toi de me faire un prêt personnel plutôt un prêt professionnel. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me conseilles pas de monter cette filiale en République tchèque pour embaucher des développeurs ou en Roumanie. La Roumanie est très très forte sur les segments, je crois. Ah, mais je ne te le conseille pas parce que tu comprends, ça pourrait être interprété comme une tentative d'utiliser de la main-d'œuvre moins chère, avec des charges sociales plus basses, et tu comprends, ça ferait peser un risque sur toi et sur moi. Et, La, la- la zone est floue, hein? Il y a beaucoup à dire avant d'avoir une. C'est pour ça qu'il ne faut pas être paranoïaque. Donc, l'outil de cartographie simple, pour moi, c'est le travail sur la base des raisonnements et la restitution à l'autre de ce qu'on a compris de son raisonnement. La méthode socratique, par exemple. super, merci. Merci, Sébastien. Super question. Mais pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas que je sois que je sois Pourquoi est-ce que tu me dis qu'il ne faut pas que je saute que en je sois parachute? paranoïaque? Je sois paranoïaque. Qu'est-ce que tu essayes de me dire là, hein? Je vois clair dans ton jeu. Qu'est-ce que tu prépares encore? Alors, comment savoir où est la zone de danger? Demande Frédéric quand j'ignore que je suis incompétent et que mes conseils sont dans le camp de mes adversaires. C'est le cas de figure où au moins déjà on est conscient. On est conscient. Rappelez-vous, il y a une image dans The Crown, dernière saison. Je l'avais oublié cette image et pourtant je l'avais vue. De Diana marchant dans un champ de mine avec son gilet pare-balles et deux officiels qui marchent à côté d'elle. Alors évidemment, c'est un endroit qui a été déminé, mais on voit bien qu'à gauche et à droite, ça n'a pas été encore déminé. Et c'était pour faire émerger cette perception que les mines sont une arme militaire terrible, puisque en fait, une fois le conflit terminé, elles restent en place et qu'elles coûtent la vie ou des souffrances abominables aux populations civiles qui vivent à proximité. Et ce que j'aime bien, c'est que bah, c'est un peu une bonne image, hein. Quand vous êtes plus dans votre zone de compétence, vous êtes dans un champ de mine. Dans un champ de mine, on court pas. Ou alors, si on court très vite, peut-être que ça explose derrière nous. Il y en a qui ont essayé. C'est vous qui voyez. Ils ont eu des problèmes. Voilà. Au C'est vous. passage, ça avait mené à un accord mondial pour renoncer à l'usage des mines comme outil militaire et D'interdiction des mines interdiction par des mines, certains pays, pas par d'autres. voilà, par ceux en tout cas qui avaient été bougés par ça. Voilà. Ne sous-estimons jamais la capacité de symbole. On va revenir sur Dune, de quelqu'un qui apparaît comme une figure à laquelle on a envie
on a envie de s'attacher. Bon, je pense qu'il va falloir aller voir Dune, hein. Je crois que c'est ça la conclusion de ta chronique. Revoyez le 1 si vous ne l'avez pas vu avant le 2, bien sûr. Bah Les deux, voilà. les deux sont magnifiques.